J'étais étudiant à l'université de Paris 13 à Villetaneuse dans les années, début des années 2000. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire si c'est 2005, 2006, 2007, j'en ai aucune idée. Vous savez, c'est ça le problème de l'âge, c'est plus vous avancez, plus les souvenirs, n'est-ce pas, et les dates s'estompent. Bref, j'étais jeune étudiant et on était dans une association qu'on avait créée avec mon bon pote Alpha qui s'appelait donc Résistance culturelle. Et on était à l'université et il y avait des manifestations politiques avec l'UNEF. Je ne me rappelle pas très bien pourquoi, mais en fait, il y avait l'UNEF qui avait déclenché des manifestations donc, politiques. Et il y avait des blocages à l'université. Et on était, résistance culturelle, on était affilié plutôt UNEF, si mes souvenirs sont bons. On va dire sorte de satellite, n'est-ce pas, de l'UNEF. On n'était pas clairement avec eux, mais grosso modo, Alpha, n'est-ce pas, passait des accords avec l'UNEF. Et si vous connaissez l'université de Paris, Villetaneuse, vous avez une entrée principale où il y a le parking, et ensuite vous avez une entrée latérale. L'entrée latérale, en fait, il y a des portes, il y a des sas avec plusieurs portes. Ensuite, vous passez donc les sas, vous avez donc un couloir avec des bâtiments. Puis vous avez un deuxième sas. Ensuite, dans le deuxième sas, vous avez un hall. Dans le hall, vous avez donc le réfectoire, donc la cafétéria d'un côté, la bibliothèque par là. Et vous avez un troisième sas. Et le sas donne directement, donc si on marche, on va vers la fin, ça donne vers l'Institut Galilée. Et donc, on était au premier sas. Et je me rappelle, à un moment, il y avait des manifestations, comme je disais, donc de l'INEF. Et j'ai l'un de ces jeunes responsables de l'UNEF qui passe, on était tous jeunes, hein, jeunes étudiants, et qui crie, il y a des étudiants de l'UNI. L'UNI, c'est le syndicat de droite des étudiants. L'UNEF, c'est affilié gauche, l'UNI, c'est affilié droite. Et donc, la rumeur a commencé à tourner qu'il y avait des étudiants donc, de l'UNI qui venaient donc pour distribuer des tracts, n'est-ce pas, à Paris 13. Et nous, on était très concernés. On faisait partie des politiques, on faisait partie des jeunes, justement, mobilisés donc, de l'université. On était élus donc au conseil de la vie étudiante, on était au conseil scientifique. J'étais élu au conseil scientifique, au conseil de la vie étudiante. Et Alpha était, par exemple, élu au conseil d'administration de l'université. Et donc, on faisait partie des meubles, entre guillemets, de l'institution, n'est-ce pas, estudiantine. Et donc, il fallait réagir. Et évidemment, on a réagi. On a eu les gars de l'UNEF qui sont venus nous monter le chou. On s'est tous regroupés là. Peut-être que nous-mêmes, on s'est monté le chou. Il y a les gars de l'UNI qui arrivent. Et quelques minutes plus tard, on a trois blancs, donc un petit gros, qui débarquent en fait au niveau de la porte donc, latérale, donc sas latéral, avec leur track en main. Et là, j'ai les gars de l'UNEF. Je me rappelle le président de l'UNEF à ce moment, c'était un mec qui était d'origine serbo-croate, je ne me rappelle pas de son nom, mais en tout cas, c'était lui qui dirigeait les hostilités, qui nous montre bien le bourrichon. Et qu'est-ce qu'on a fait? On était moi, en tout cas, spécifiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je vais parler pour moi, mais en tout cas, on était une bonne quinzaine. On est sorti et on s'est placé, n'est-ce pas, devant le premier sas d'entrée pour bloquer l'accès, n'est-ce pas, à l'université, donc à ces trois étudiants blancs qui venaient de débarquer. Ils n'étaient pas de l'université, ils venaient sans doute de Paris et ils venaient donc distribuer leur tract à des étudiants pendant les manifestations pour donner leur point de vue politique, n'est-ce pas, sur la situation. Et nous, concrètement, on l'a fermé, donc on l'a barré donc l'accès à l'université. Et on était là, tenus en rang. On avait trois ou quatre lignes, en fait, d'étudiants, espacées de grosso modo 50 centimètres. Et moi, j'étais au niveau de la deuxième ligne, je crois, deuxième ou troisième ligne. Et en face de nous, il y avait trois étudiants blancs qui nous regardaient et qui nous demandaient de passer. Et nous, on était là. Et j'étais parmi donc ces chèvres. J'étais avec eux. Et on est resté là, honnêtement, une bonne dizaine, quinzaine de minutes. Et à un moment, on a donc ce gars qui était serbe ou croate, qui était le président de l'UNI, de l'UNEF, excusez-moi, qui sort du premier sas, qui nous traverse et qui va en fait parler en fait aux trois mecs de l'UNI. Et c'était lui le boss.
Et donc, il nous traverse, il va, il discute avec les gars de l'Uni, il leur explique qu'ils ne passeront pas. Les mecs de l'Uni essaient de, oui, mais en fait, c'est notre droit, nanana. Et puis, non, vous ne passerez pas et tout. Et il joue les shows, en fait. C'est lui le boss, c'est lui qui nous tient. Et nous, on était là comme des piquets à empêcher donc ces trois gars de rentrer. Et moi, j'étais là, et très honnêtement, j'étais mal à l'aise. J'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Mais j'étais là. Je ne vais pas faire le mec, j'étais là comme une chèvre, mais j'assumais mon rôle de chèvre. Mais quelque part, je me disais, mais c'est quand même, ça fait 10-15 minutes que je suis là comme un con devant des gars. Je vous la fais courte. À un moment, il y a des étudiants qui sortent. Parmi ces étudiants, il y a un gars qui faisait partie d'une association musulmane. Et le mec qui fait, je le connais de visage parce que nos bureaux étaient juste à côté des leurs. Et le gars, il nous traverse et il me voit. Enfin, il nous voit. J'étais avec d'autres gars qui le connaissent. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et il nous regarde, c'est un noir. Il nous regarde et il rigole. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et je me retourne, je le regarde. Et en fait, je n'ai pas de réponse à ce qu'il me dit. Donc, il nous invective un tout petit peu. Je ne me rappelle pas clairement de ce qu'il nous dit. Mais après, il s'en va en souriant. Je suis resté. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait que des noirs. La première rangée, c'était des noirs. La deuxième rangée, c'était des noirs. Derrière moi, c'était des noirs. Et en fait, on était un barrage de noirs, en fait. De filles et d'hommes noirs et de femmes noires qui étaient en train de bloquer l'accès, n'est-ce pas, à l'université à ces trois étudiants donc de l'Uni. Et j'ai regardé en fait mes acolytes et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait on était juste tous quasiment des noirs et des arabes. Il y avait peut-être 2-3 arabes, mais grosso modo, si, il y avait une fille blanche. Il y avait une fille blanche qui était l'assistante du mec du tchèque là, ou du coréen, du croate, bref, il y avait une assistante blanche. Mais grosso modo, 95% des gens qui étaient là, c'était des noirs et des arabes. Et là, j'ai eu le déclic. J'ai eu ce fameux déclic. J'ai eu ce fameux moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Vous savez, le déclic. Je l'ai eu ce jour-là. Et j'ai juste marché. Je suis juste sorti de là. Je suis rentré dans le stade, je suis reparti dans les bureaux. Et jusqu'à ce moment, quand je vous en parle, c'est quelque chose, je vois encore l'expression de mon visage, n'est-ce pas, quand j'ai le déclic, quand je m'en vais. Et ça m'a marqué directement parce que à partir de ce jour-là, j'ai compris ce que c'était que la gauche. Vous savez, le PS et toute cette compagnie créole en fait de banalité, de stupidité qu'on nous raconte, n'est-ce pas, donc par rapport donc, à la gauche. En fait, à partir de ce jour-là, c'était fini entre moi et la gauche. Tout est devenu clair en fait dans mon esprit. Très clair dans mon esprit. Et je ne peux pas l'expliquer. J'avais déjà, vous savez, j'ai toujours eu quelque part des moments où je crois en quelque chose foncièrement, mais c'est pas très clair, c'est pas, voilà. Donc il y avait des choses dans le discours en fait de ces gens de gauche pour la gauche politique française que je ne bitais pas, quoi. Oui, le mec qui racontait des choses, l'antiracisme et tout ça. Bref, il y avait pas mal de trucs qui rentraient, dont il racontait sur la gauche. J'écoutais, mais je me disais non, ça c'est un peu de bullshit. Mais en même temps, je me laissais porter par la vague. Comme je dis, j'étais une bonne chèvre, une bonne poire de la gauche. Et ce jour-là, pour je ne sais quelle raison, lorsque ce mec m'a dit « Qu'est-ce que vous foutez là ?» et qu'il m'a souri, un noir comme moi, il est passé son chemin. Et je me suis retourné, j'ai vu toutes ces bandes de noirs et d'arabes qui étaient en train d'empêcher donc ces trois blancs de rentrer à l'université. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça la gauche, en fait. Qu'est-ce que je fous là? Et à partir de ce jour, c'était fini pour moi avec la gauche. À partir de ce jour, tout s'est cassé. Quelques mois plus tard, j'ai quitté donc Résistance culturelle. Et j'ai commencé, en fait, à assumer mes positions, en fait, totalement contre, n'est-ce pas, ces bouffonneries de gauche. Ouais, j'ai commencé à faire partie, je me rappelle très bien, on avait organisé donc une réunion, je crois que c'était contre le CPE.
Et tous les mecs, ils étaient à l'université, c'était à l'UT de Saint-Denis cette fois-ci. Il y avait un auditorium, il y avait tous les étudiants qui étaient réunis. Il y avait tous ces putains d'étudiants qui étaient tous contre le CPE. Et à un moment, j'ai pris le micro, je crois, et j'ai dit non. Je ne peux pas être contre le CPE, mon pote. J'ai dit, on est des Noirs, on est des Arabes dans ce pays, on ne trouve pas de boulot. Un chef d'entreprise vous dit, je vous donne 2 ans pour pouvoir montrer, pour pouvoir faire vos preuves pour que je puisse vous engager. Vous allez vous mettre à crier dessus, vous cracher dessus. Je ne dis pas que c'est l'idéal, mais c'est déjà un bon début. Donc, tout est parti. À partir de ce moment, j'ai commencé à assumer, en fait, vous savez, l'inconfort que j'avais à écouter, n'est-ce pas, tous ces harangues, tous ces paroles, tous ces flots de paroles, en fait, toutes ces émotions, justement, que vous devez, en fait, le PS pour vous maintenir. À partir de ce moment, j'ai commencé à remettre trop de choses en question. Et je suis rentré dans cette dynamique, en fait, d'être totalement critique de tout ce qu'on avait essayé de d'endoctriner, n'est-ce pas, en moi. Et j'ai commencé, n'est-ce pas, à m'épurer. Mais il m'a fallu ce moment de déclic, ce moment où ce gars m'a regardé, m'a souri, on ne se connaissait pas spécialement, et il m'a dit, qu'est-ce que tu fous là? Il a fallu qu'il fasse là pour que je me rende compte que non, en fait, j'étais juste un petit nègre, n'est-ce pas, un petit noir, comme d'autres noirs, qui étaient en train de bloquer l'accès à l'université à des étudiants blancs, ils auraient pu être jaunes, hein, mais blancs, qui venaient en fait diffuser leurs idées politiques. Et en fait, en quoi devrais-je jouer en fait le rôle en fait de filtre intellectuel pour d'autres étudiants? Pourquoi est-ce que je devrais empêcher en fait d'autres étudiants d'écouter d'autres paroles? En quoi suis-je responsable, n'est-ce pas, de la manière de penser d'autres étudiants? En fait, tout s'est remis en question en deux temps, 3 moments, tout est devenu clair. En 2 temps, 3 moments, je me suis rendu compte que j'étais en fait du mauvais côté de la barrière. Vous savez, ces gens qui vous parlent de liberté d'expression à toute longueur de journée, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, excusez-moi. Mais je me battais pour que vous puissiez le dire. Il m'a suffi de ce moment de déclic pour me rendre compte que non, en fait, j'étais un censeur. J'étais le problème. Je faisais partie du problème. Et ma vie a changé, et mon regard a changé. Et j'ai commencé à abandonner l'émotion. Et j'ai commencé à rationaliser. J'ai commencé à totalement laisser parler justement les faits. Mais il m'a fallu ce déclic. Et la meilleure, les amis, c'est 2-3 heures plus tard, je repasse dans la cour. Je vous ai dit, il y avait une cafétéria. Donc, je repasse plus tard. J'ai traîné dans les bureaux. Je repasse plus tard, 2-3 heures plus tard. Et je vois qui sont assis, n'est-ce pas, au niveau de la terrasse de la cafétéria. Il y avait donc ce chef de l'UNEF, là, d'origine croate ou serbe, je ne sais pas. Il était avec son assistante, là, la fille. Et en face de lui, il y avait les 3 blancs de l'Uni. Ouais. 2-3 heures plus tard, dans la même journée, le matin, on était en train de bloquer l'accès. L'après-midi, 2-3 heures plus tard, ils étaient assis entre blancs et ils discutaient dans la cafétéria. Et il n'y avait pas de noirs. En tout cas, je ne me souviens pas, peut-être qu'il y avait des noirs qui dînaient tout. Mais en tout cas, c'était le conciliabule, en fait, des grands. Vous savez, des têtes pensantes. Les 3 blancs avaient fini par rentrer, donc, et ils étaient attablés donc, avec ce gars, ce croate. J'ai rien contre lui, hein, je dis juste les choses comme elles sont. Et ces filles blanches. Et ils discutaient. Et tout, je vous jure, et là, ça a été juste l'apothéose, en fait, de mon humiliation. Parce que je me suis rendu compte à quel point j'avais été une chèvre. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, on utilise les noirs, en fait. Nous, on nous met dans les barricades. Sur des prétextes fallacieux de liberté, de je ne sais pas quoi, toute la bouffonnerie que la gauche peut vous vendre. Et quand il faut maintenant discuter, vous cherchez des noirs, vous n'en voyez plus. Tout a changé pour moi avec la gauche. Ma détestation pour la gauche a été totalement entière. Parce que j'ai commencé à voir, n'est-ce pas, comment ça marche. À ma petite échelle, je l'avais vu à l'université, mais il m'a suffi de cet événement
pour que je transpose la même situation, n'est-ce pas, dans la vie politique française, en ce qui concernait donc la situation donc, des Noirs en France. Je ne suis pas en train de dire que la droite, c'est mieux. Je suis juste en train de vous parler de ce moment de déclic où j'ai eu, n'est-ce pas, de ce moment de déclic que j'ai eu, qui m'a permis en fait de comprendre que c'est ce qu'était la gauche. Nous sommes la barricade. Nous sommes les chèvres en fait qu'on prend et qu'on met au gré, n'est-ce pas, du vent, au gré des idées, au gré des émotions, qu'on place pour empêcher, n'est-ce pas, la liberté d'expression. Et quand les choses doivent être traitées entre grands, évidemment, on nous met de côté et entre blancs, on s'assoit et on discute. Les amis, je ne sais pas ce qui permet de créer le déclic. Je ne sais pas ce qui va vous permettre d'avoir le déclic dans votre vie. Et je ne vous dis pas que ça résout tous mes problèmes. Loin de là. Okay? J'ai encore un gros souci aujourd'hui. J'aimerais avoir le déclic au niveau du travail. J'aimerais travailler comme certains disent. J'aimerais travailler 18 heures sur 24. J'adorerais faire ça. Parce qu'aujourd'hui, je serais riche si j'avais cette mentalité de travail. Je suis un gros paresseux. Je le sais pertinemment. Je n'essaye jamais de me mentir à moi-même. J'ai conscience de mes limites. Il y a beaucoup de... Oui, il faut travailler dur. Il faut se lever tous les matins à 6 heures. C'est facile à dire, les amis. La vérité, c'est quoi? C'est que moi, j'ai toujours mangé 3 fois par jour. Donc, je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. Je sais que je n'aurai jamais la motivation d'un type qui a eu faim toute sa vie. D'un type qui est né dans la misère la plus crasse et qui se dit, il ne faut plus que jamais que ça arrive. Moi, je suis né dans le coton. Il faut qu'on soit honnête par rapport à ça. Je n'ai pas la même intensité, vous savez, de souffrance que certains de mes frères. Mais j'aurais aimé, très honnêtement, avoir cet instinct de tueur quand ces gens, cette envie de travail, cette envie de tout défoncer. Mais ça vient de très loin, ça vient de votre enfance. Ça vient de toutes les souffrances que vous avez pu donc subir. Ça vient de toutes les privations. Ça vient de toutes les colères que vous avez tuées en vous pendant des années et des années. C'est ça qui vous donne cette envie à 18 ans de tout défoncer, quel que soit ce que vous faites dans la vie. Moi, j'ai eu des bonnes écoles. Je peux venir en France faire des études. J'ai toujours, comme je vous ai dit, mangé 3 fois par jour. Je n'ai pas une vie de riche, mais j'ai eu une vie confortable. Où est-ce que je puise en fait cette énergie pour me rebeller? J'aimerais tellement faire des grandes choses. J'aimerais tellement travailler dur. Mais vous savez quoi? Je me lève comme aujourd'hui et je me dis, putain, ça va être dur. Il faut encore que j'enregistre une vidéo. Il va falloir que je parle en fait du déclic. Et il m'a fallu 3 heures pour me poser, pour vous faire cette vidéo. Parce que c'est compliqué, c'est dur de se motiver. Mais un mec qui est né avec cette faim, un mec qui a ça en lui, il ne dort pas. À peine il s'est réveillé, il a enchaîné les vidéos. 3, 4 et il est parti. Je pense ça au niveau de la vidéo. Mais c'est la même chose au niveau d'un travail. C'est la même chose au niveau d'une idée, au niveau de ses recherches, peu importe dans quel domaine vous êtes. Je ne sais pas comment on fait pour déclencher le déclic. J'aimerais tellement le savoir parce que ma vie serait autre chose. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, les amis, ça vient de vous. C'est toujours de vous. Les limites, c'est en nous. La faim, je l'ai. L'envie, je l'ai. Mais le volume de travail, la rage, je ne l'ai pas. Ou je ne l'ai pas assez. J'aimerais la déclencher, cette rage. J'aimerais la voir, la nourrir, comme certains. Mais je n'y arrive pas. Et tous les jours, j'ai envie de recréer ce moment de déclic que j'ai eu, vous savez, à l'entrée de l'université de Villetaneuse. J'aimerais tellement retrouver ce moment parce qu'à partir du moment où j'ai eu cette clairvoyance, ma vie a changé. Mon regard a totalement changé. Ma vision a totalement changé. Le monde a totalement changé. Et j'ai la sensation que je suis devenu quelqu'un de meilleur. Donc j'aimerais retrouver ce moment de grâce, n'est-ce pas? Avoir un nouveau déclic pour pouvoir remettre tout en marche et de manière beaucoup plus convaincante, n'est-ce pas, dans ma vie. Travailler de manière beaucoup plus acharnée pour pouvoir atteindre mes objectifs. Je m'étais en train de me dire, il faut que j'écrive un 3e livre. Mais ça a fait pratiquement 1 an que je me dis, il faut que j'écrive un 3e livre. Ça ne vient pas. Le déclic. Il y en a qui se lèvent un beau matin après avoir fumé pendant 30 ans et qui disent stop, ça suffit. Ils écrasent la dernière cigarette et disent c'est bon, c'est fini. Et c'est fini. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces déclics?
Les amis, si vous avez la solution, je veux bien. J'y pensais là, avant de faire cette vidéo, et je me suis dit, peut-être qu'il faut juste s'aimer les graines. S'aimer les graines, essayer de travailler au mieux, écouter les gens qui ont une certaine espérance de vie. Mais j'ai écouté les discours, les amis. J'ai écouté les discours motivateurs, j'ai écouté les espérances de vie, j'ai lu Arnold Schwarzenegger qui vous dit comment faire pour réussir dans la vie, Kobe Bryant, hein, la Mamba attitude, LeBron James qui travaille comme un acharné, qui mise absolument tout sur sa santé, le mec qui dépense 2 millions sur sa santé. Des modèles, on en a. David Goggins, le marathonien fou. Des modèles, on en a tous les jours. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a cet instant de lucidité qui vous fait tout voir? Et comment est-ce qu'on fait pour reproduire cet instant de lucidité? Tous les jours, je passe mon temps ici à donner des conseils à des jeunes. Et au fond de moi, je sais très bien que l'étincelle ne viendra pas. La plupart des gens n'en ont rien à foutre. Et puis un jour, il y aura cette étincelle. Mais qu'est-ce qui fait? Pourquoi un mec qui a tout subi de sa femme pendant 30, 40 ans, un beau matin se lève et elle lui dit est-ce que tu as coupé le chauffage? Et le mec, il dit fuck, ça va. Le déclic. Le déclic, les amis. Je ne sais pas si on peut générer le déclic de manière automatique. Si vous avez cette solution, honnêtement, je suis preneur parce que ça résolverait beaucoup de soucis, n'est-ce pas? Non seulement dans ma vie, mais dans la vôtre. Et je vous enjoins, honnêtement, à rechercher ces moments de déclic, à tout faire pour avoir ces moments de déclic. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire parce que je peux vous garantir, il n'y a pas de recette. En tout cas, je n'ai pas vu. Parce que s'il y en avait des recettes, je vous garantis que je l'ai déjà trouvé. Il y a des livres, il y a des histoires, il y a des romans, il y a des exemples, il y a toutes sortes de personnes là-dedans qui vous disent la même chose à longueur de journée. Mais après, on repart, n'est-ce pas, sur sa propre routine. Oui, je vais m'y mettre demain. Ok, très bien, je vais travailler plus, je vais faire ci, je vais faire cela. Mais il ne se passe jamais rien. Et puis un beau matin, on a le déclic. J'espère que je mets assez de matériel, n'est-ce pas, d'éducation masculine pour vous aider afin que, je ne sais pas, un jour, il y ait quelqu'un qui se dit, tiens, j'ai été écouté dire ça et j'ai eu ce moment d'eureka, vous savez. Pam, c'est clair, c'est exactement ça. Et si je réussis à faire ça avec une seule personne, ma foi, je suis content parce que je sais ce que j'ai pu apporter donc à cette personne. Et je m'en féliciterai honnêtement. J'en serai très très fier. Mais la vérité, c'est que c'est rare les moments de déclic. C'est très très rare. Et j'aimerais pouvoir en recréer encore un, ne serait-ce que un. Je vous parle d'une expérience qui date de, je ne sais pas, peut-être 10, 12, peut-être 10 ans, peut-être 10, 12 ans, peut-être 15 ans même, quoi. Et je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Qu'est-ce que tu fais là? À bloquer l'accès à l'université à des étudiants comme toi qui sont en train de diffuser leurs idées politiques. Qu'est-ce que tu fais là? À jouer les troufions pour des élites qui n'en ont rien à foutre de ta gueule et qui se servent de ta gueule grâce, n'est-ce pas, à toutes les situations émotionnelles dans lesquelles ils t'ont plongé. Qu'est-ce que tu fais là? À servir de paillasson pour les idées des autres. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, il a fallu ce mec que je connaissais à peine, ce sourire, ce rictus, n'est-ce pas, sur son visage. Et c'est, qu'est-ce que tu fais là? Si on est honnête, qu'est-ce que vous faites là? Mais j'ai l'impression qu'il s'adresse à moi. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Il a fallu ce mec pour que tout soit beaucoup plus clair pour moi. Et j'espère que vous aussi, à un moment ou un autre dans votre vie, quand vous en aurez réellement besoin, vous aurez ce moment. J'espère que ce ne sera pas un incident dramatique parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui subissent ce moment lorsqu'ils perdent un parent, lorsqu'ils ont un accident, pour y subir les raisons et subitement ils changent leur vie, mais parce qu'ils ont été contraints à changer leur vie. J'aimerais croire qu'on ne s'est pas obligé d'arriver à ce genre d'excès et que vous aurez tout fait pour favoriser donc ce moment, ces déclics qui va vous permettre de changer votre vie en mieux, évidemment. Les amis, je vous souhaite une agréable journée et on dit à la prochaine.